Aujourd'hui, je vous accueille à une dégustation du château La Conseillante, qui est Pomerol. C'est un des plus grands châteaux bordelais. Euh, et évidemment, sur cette appellation Pomerol, qui est presque la plus petite appellation du Bordelais, puisque la plus petite est Saint-Julien. Mais à l'inverse de Saint-Julien, où les propriétés peuvent faire jusqu'à 80 hectares, là on est sur des beaucoup plus petites appellations, d'où le grand succès de Pomerol aussi. Non pas que Saint-Julien soit en reste, bien au contraire, il y a de très 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 beaux châteaux à Saint-Julien, mais à Pomerol, l'offre par château est évidemment beaucoup plus petite en moyenne. Et là, sur la Conseillante, nous sommes sur une propriété de 12 hectares. Alors je vais revenir dans un instant. Alors tout ça pour dire qu'en fait cette dégustation a été possible suite à un échange avec un petit coffret de dégustation et des petites vinottes, là, des petites bouteilles pour déguster de 50 millilitres chacune, avec Marielle Cazot. C'est une dégustation qui a été organisée par Ideal Wine, donc à distance. Et Marielle Cazot, qui dirige le domaine aujourd'hui, pour les héritiers Nicolas qui en sont les propriétaires. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Eh bien, cette dégustation nous a permis d'échanger avec la directrice du domaine. Alors, je voudrais d'abord dire quelques mots sur le domaine. Donc, la Conseillante est un nom qui fait rêver. Alors, en Pomerol, évidemment, il y a Pétrus, Lafleur, Vieux Château Certan. Je ne vais pas tous les citer, mais la Conseillante fait partie du très haut du panier. Et je sais que chaque fois qu'il y a des dégustations en primeur, je suis souvent ébloui. D'ailleurs, on va déguster un vin aujourd'hui, le dernier que j'ai dégusté au moment de sa sortie en primeur, donc ça remonte à il y a 5 ans. Voilà. Donc, alors la Conseillante, c'est 12 hectares, donc c'est pas grand. Alors c'est assez amusant de savoir qu'en fait, il y a 8 hectares du côté de Pétrus et 4 hectares du côté de Cheval Blanc. Alors Cheval Blanc, c'est un Saint-Émilion, donc on n'est pas à Pomerol. En fait, quand il y a eu les découpages entre cadastraux, entre Pomerol et Cheval Blanc, il y a une parcelle de 4 hectares qui est restée sur Saint-Émilion et qui appartient à la Conseillante, qui a été oubliée. Donc on peut dire d'une certaine façon que ce château est 2 tiers Pomerol, 1 tiers Saint-Émilion. Bien entendu, il pourrait revendiquer l'appellation Saint-Émilion, mais s'il la revendiquait, il perdrait l'appellation Pomerol. C'est quand même, malgré tout, comme Pomerol, c'est des happy few, si je puis dire, ben, il vaut mieux rester à Pomerol. Donc, 8 hectares argileux avec une terre qui ressemble à celle de Pétrus, donc vous imaginez un peu le niveau, qui est essentiellement plantée en merlot, et une partie qui est plus sablonneuse, et qui, elle, est majoritairement plantée en Cabernet Franc. Donc, ce sont les deux grands cépages. Alors, on va voir qu'en fait, en progressant dans les millésimes, la proportion de Merlot va légèrement diminuer. Donc là, on est sur un 2006, qui va être le premier millésime, suivi de 2012, et ensuite 2016. Et je vais les déguster dans cet ordre-là, pour une simple raison, c'est que 2016 est très puissant, enfin, en tout cas, potentiellement est très puissant. 2012 est un peu entre deux et 2006 commence à être dans sa phase de grande maturité, parce que c'est un vin qui a maintenant 15 ans. Donc, c'est dans cet ordre-là que je vais procéder. Alors, donc là, on est sur 89%, donc sur le 2006 de Merlot, et sur le 2016, nous sommes à 80% de Merlot, et le reste Cabernet Franc, sachant que historiquement, il y avait du Cabernet Sauvignon qui était planté sur le château, qui a été arraché dans le courant du XXe siècle, et la propriété est en train de replanter du Cabernet Sauvignon, simplement en petite quantité, si je puis dire, c'est-à-dire que quand il rentrera dans l'assemblage, ce sera quelques pourcents. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, la propriété est dirigée par Marielle Cazot. Ce sont les héritiers Nicolas
qui n'ont rien à voir avec le caviste Nicolas. On pourrait le penser, hein, mais ça n'a strictement rien à voir. C'est une toute autre famille qui gère donc le château. Le château existe depuis le milieu du XVIIIe siècle, donc je pense que ça doit être le plus vieux château de Pomerol, ou en tout cas un des plus vieux. Et aujourd'hui, donc la direction a produit le 2016, le 2015 il me semble, et 2012 et 2016 c'était la direction précédente. Donc c'est intéressant de voir comment le style du château évolue, sachant qu'effectivement il y a une plus grande proportion de Cabernet Franc qui va bien aussi avec la montée des degrés d'une année sur l'autre, mais aussi parce qu'en 2016 on a affaire à une année assez chaude, contrairement à 2006 par exemple. Même s'il y a eu une canicule, il y a eu quand même un mois d'août assez froid. Et 2012, on est sur une année plus précoce. Alors, 2006 est une année, en général, dans le Bordelais, considérée comme un peu charnière. Elle arrive après un incroyable millésime qui est 2005. Et c'est une année qui est quand même, qui a vécu dans l'ombre de son aîné, si je puis dire, et pourtant qui a produit dans certains châteaux d'excellents vins. 2012 est une année un peu en demi-teinte, meilleure que 2013. Après 2009-2010, il y a eu 2011 et 2012, deux profils très différents, mais peut-être pas aussi bien appréciés au moment de leur mise en primeur. Mais personnellement, moi j'ai goûté des 2012 qui m'ont absolument ébloui. Donc là, on va voir aujourd'hui. Et puis 2016, il est encore trop tôt pour juger ce millésime dans la durée, bien entendu, parce qu'on est sur un millésime qui n'a que 5 ans. C'est très jeune pour un château comme la Concéan. Mais bon, on verra. En tout cas, la dégustation en primeur m'avait laissé un souvenir absolument incroyable. Parce que j'ai réalisé, c'était sans doute ma première dégustation en primeur, où j'avais vraiment la sensation que certains des grands vins, comme la Concéante, donnaient déjà du plaisir à boire, alors qu'ils étaient en gros tirés du fût, et encore des bébés, quoi. Voilà. Alors, nous allons commencer par le 2006. Je voudrais dire une deuxième chose sur le profil qui évolue à travers les années, c'est qu'il y a de moins en moins de bois neuf. Alors, on est quand même sur une proportion ici, par exemple, de 70%. Là, on est plus sur 80%. Donc, il y a aussi un passage en amphore qui est plus récent, qui touche plus ce millésime-là que les autres. Donc, il y a quand même... il y a aussi le fait d'utiliser maintenant... Alors, évidemment, 12 hectares, ce n'est pas énorme. Donc, quand vous faites des investissements, c'est plus difficile que sur des propriétés qui font 110-80 hectares. Alors là, on commence à avoir des caves thermorégulées, comme on peut imaginer chez les particuliers les mieux dotés, de manière à ce que l'élevage se fasse dans des conditions idéales, avec une humidité en gros de 80% et une température constante de 12%, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Voilà. Donc nous allons commencer sur ce 2006. Donc, alors je vais commencer par décrire la robe, mais très rapidement, parce que les robes, effectivement, sont plus évoluées d'une année sur l'autre. Bien entendu, 2006 paraissant un tout petit peu plus évolué, mais on est très franchement dans la même gamme de couleurs, voilà, de robes. On est vraiment sur quelque chose qui est quand même assez sombre. On voit quand même le fond du verre, mais on est quand même sur des robes qui sont assez brillantes, assez belles, une belle couleur bordeaux. Donc là-dessus, il y a aucun doute sur la robe. Alors, commençons maintenant par le nez. Alors, j'avais dit que l'élevage est quand même assez important dans l'esprit de la conscience, même s'il y a de plus en plus de nuances apportées par la diminution du bois neuf. Là, effectivement, on sent un élevage, parce qu'il y a un côté à la fois fumé, vanillé, qui ressort en même temps que les fruits. Alors les fruits, pour moi, ce sont des fruits assez mûrs. Donc, je vous laisserai le jour où vous aurez le plaisir de goûter ce vin, de décrire davantage les fruits. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce côté mûr,
dans les fruits et après agitation, pour voir, il y a un léger nez truffé qui laisse penser que ce vin commence à évoluer. Et moi, je sens toujours dans la conseillante le parfum de violette. Et là, il n'est pas sorti tout de suite, il ressort après agitation. Mais c'est un joli nez, pas hyper puissant, pas hyper dominant. Il n'y a pas quelque chose qui domine sur l'autre. Il est plutôt même un côté un peu chocolat violette. C'est un très joli nez. Mais je vais le goûter. Alors pour moi, je vais vous surprendre. Ce vin a 15 ans, mais il me paraît encore jeune. Alors, jeune parce que il a une puissance de tanin qui est extrêmement présente. Il y a ces fruits, les tanins apportés évidemment par la peau. Il n'y a pas de... tout était raflé hein, à la conseillante. Sans doute parce qu'en fait, c'est un vin qui naturellement, du fait de son encépagement, de son terroir, n'est pas trop acide. Souvent, en Bourgogne d'ailleurs, on utilise les grappes entières en partie ou intégralement pour baisser un peu l'acidité. Là, effectivement, l'acidité est juste ce qu'il faut. Les tanins sont assez présents. C'est un vin assez puissant. Je crois que je vais le laisser là et je vais revenir après avoir dégusté les deux autres vins pour en dire plus. Alors, le deuxième vin, alors là, on a un côté un peu plus. Alors, la violette est plus présente, il y a un côté un peu encre. Moi, j'aime bien, mais c'est pas l'amertume de l'encre. Vous savez, la puissance de l'encre. Un côté champignonné, sous-bois et fruits. Alors, je ne veux pas oublier les fruits, parce que les fruits sont hyper présents dans la conseillante. Hein. J'ai encore rarement dégusté. Alors, il faut voir que en 2012, autant que je me souvienne, la conseillante était un des vins du millésime. Donc, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Là, on retrouve ce côté fumé, tabac, très joli nez. Alors, le profil est très différent du 2006. C'est un vin, alors il a plus d'acidité, indéniablement, et je pense que au stade où il a encore 10 ans, 15 ans, peut-être même 20 ans devant lui. Là, il reste un vin qui a à peine 10 ans. Il y a de l'acidité, il y a du fruit, il y a beaucoup de matière. Les tanins me paraissent un peu moins dominants. On sent moins l'élevage, d'une certaine façon. Et il y a une fin qui se termine sur un côté champignonné que j'avais champignonné presque un peu café, avec une très légère amertume, un côté légèrement fumé. C'est très fin et c'est très beau. Maintenant, on va passer au 2016, que j'ai dégusté donc il y a 5 ans, et que je n'ai pas dégusté depuis, je pense pas. Voilà. En tout cas, c'est toujours une chance énorme de, d'approcher des vins comme ceux-là, qui sont des vins quand même d'une grande richesse et qui sont des vins absolument superbes et souvent difficiles à obtenir. Alors là, le premier nez, ça me rappelle vraiment la dégustation en primeur. C'est vraiment un premier nez de violette, de fruits. Et là, on sent qu'encore moins l'élevage, vous savez, c'est diminuendo, si je puis dire, ou crescendo en remontant dans le temps. Ah, il y a un côté vraiment cacao, poudre de cacao, d'un beau cacao. Un superbe nez, alors très expressif. Il faut voir que ce vin est sorti, en tout cas sur le marché, il y a maintenant 2 ans, puisque actuellement ce sont les 2018 qui sont sur le marché. Je dirais même les 2019, donc il y a 3 ans.
Donc il a eu le temps de reposer. Il vient directement du chai. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de souci d'élevage. Très très bon nez. Alors très très floral, fruits noirs, mûrs aussi. Alors là, on a à la fois l'acidité du 2012, mais avec quelque chose en plus en fait. Il y a tout un pan de, de fruits, de café, de chocolat, de tabac, de champignons, presque euh, et de fleurs en fait. Vraiment très floral et très goûteux, qui se déploie impeccablement en bouche. C'est vraiment un plaisir. Donc là, je vais recommencer par le 2006, après le 2016, refaire 2012-2016 plus vite. Là, effectivement, c'est un profil beaucoup plus droit, beaucoup plus rectiligne, beaucoup plus, si je peux dire, vertical, je ne sais pas comment dire, mais c'est un vin qui trace en bouche, à l'inverse d'un vin qui pourrait se déployer dans le palais, avec un profil d'une droiture, d'une précision. euh, et vraiment, il y a ce côté champignonné, truffé, légèrement fumé, qui donne un plaisir immense. Aujourd'hui, il est très bon à boire. Les tanins peuvent s'intégrer encore plus, surtout sur la fin de bouche. Et je pense que dans 10 ans, ça peut donner quelque chose, peut-être de pas très différent au niveau du profil, mais peut-être plus intégré et plus rond. 2012. Alors là, il y a une plus belle concentration. Moi, je trouve que ce vin est assez impressionnant pour l'année qu'est 2012, qui n'est pas une grande année. Et là, à l'aveugle, on peut très bien poser ce vin sur un millésime qui pourrait être considéré comme étant un grand millésime. Là, il y a eu des choix sans doute du fait de la précocité, des choix de vendange qui ont fait que les raisins ne sont pas trop mûrs, sont vendangés à point. Donc le Merlot et le Cabernet Franc, et ça donne un vin qui est superbe, vraiment. Terminons avec le 2016. Alors là, c'est une matière plus, je dirais presque plus vivante. Pourquoi? Parce que c'est un vin qui continue à beaucoup évoluer. Je pense que sur 24 heures, si j'ouvrais les trois bouteilles, c'est le 2016 qui évoluerait le plus. Parce que là, je sens déjà, en peu de temps, avec l'aération, le profil commence à changer et commence à donner beaucoup plus de corps et il en a plus dans le ventre. Et là, on est face à un très très beau vin, très accompli. On a la violette, le cassis, des fruits noirs, juste à maturité, parfait. Et voilà, et donc je termine là-dessus. C'est une très très belle dégustation. Ça fait penser aussi que le Bordelais, comme la Bourgogne parfois, peut donner des vins issus de petits terroirs. C'est pas forcément des centaines de milliers de bouteilles. Là, on est vraiment sur une production qui est comparable à un domaine bourguignon classique. Bien entendu, il y a le premier vin, il y a le second vin. Là, on est sur le premier vin. Donc, on imagine que à peu près, peut-être, suivant les années, 2 tiers ou 3 quarts de ces 12 hectares donnent ce vin que nous avons dégusté aujourd'hui. Donc, on est quand même sur une production qui touche moins de 10 hectares de vignes. Donc, vraiment, on est sur un
petits crus et, et c'est un travail qui est évidemment beaucoup plus artisanal, même si le domaine s'est beaucoup modernisé ces dernières années, mais peut tenter, avec la modernisation, peut tenter des choses beaucoup plus surprenantes, comme par exemple le passage en amphore, mais aussi le passage en bio, l'utilisation, en tout cas la réduction des intrants, et aussi l'utilisation de certaines techniques de biodynamie. Donc tout ça fait qu'effectivement, à cette échelle-là, on peut expérimenter et ça donne des vins qui ont des profils absolument superbes. Et sur 10 ans, très franchement, c'est un château qui vaut largement sa réputation. En tout cas, merci au château La Conseillante, merci à Marielle Cazot, merci à Dial Wine, parce que là, je suis chez moi et je déguste 3 millésimes de super grands vins et c'est le plaisir et le bonheur de le partager avec vous. Alors, je lève les deux verres, le plus ancien et le plus récent, à votre santé et puis j'espère à très bientôt.